Retrouvez cet épisode ainsi que tous les épisodes de Puissance Park sur notre plateforme SoundCloud ainsi que sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, TuneIn, enfin vous commencez à connaître la chanson. Si vous avez envie de nous aider pour que l'aventure continue, vous pouvez vous rendre sur utip.io/puissancepark qui est là où vous pouvez faire un petit don récurrent ou spontané. Ça nous va toujours droit au cœur vu qu'on est une association à but non lucratif. Ça nous permet de nous améliorer. Tout de suite, votre podcast. Ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Achtung. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Puissance Park, un nouvel épisode de notre série consacrée à Europa Park, une fois de plus avec une interview. Alors autour de moi, j'ai mes comparses de voyage, j'ai Greg, Coucou. Benji, Hello. ainsi que Johan. C'est moi. Salut Johan, ça va bien? Ça m'arrive de venir des fois. Oui, exactement, comme on le disait déjà précédemment. Après que tu viennes plus souvent. Et du coup, nous avons fait donc une interview de Sébastien Ganzer, qui est en fait le community manager pour la partie France principalement d'Europa Park. Donc c'était notre contact justement qui nous a organisé les rencontres, les différentes expériences à faire. On l'en remercie une fois de plus, ainsi que le service com d'Europa Park évidemment. Et Seb, en fait, on a fait une interview parce que c'est intéressant de découvrir son parcours professionnel, si ça peut donner des idées à certains, comme on l'a fait avec Mathis déjà pour son parcours qui est un peu plus créatif. Là, on est plus dans un métier du coup de bureau, mais de communication et de marketing. Et surtout que Seb a déjà de l'expérience là-dedans, puisqu'avant il bossait au Futuro. Ouais, mais tout ça, on va l'apprendre dans l'interview. Doucement, Greg. Je spoil, mais voilà. bon, vous êtes dans cet épisode. Et au-delà de ça, comme Mathis, c'est aussi un fan de parc. D'ailleurs, il a une bande de copains qui ont un super site qui s'appelle Trips and Pics que je vous recommande. Si vous faites un voyage dans une certaine région de la planète, en fait, vous allez sur le site et vous regardez ce qu'il y a dans le coin. Et eux, ils ont donné des avis sur les immanquables à faire, des fois des petits conseils, etc. Donc, de toute façon, ça, on va en parler un petit peu dans l'interview une fois de plus. Et voilà, Seb, il s'est retrouvé à Europa Park. Il écoute le podcast aussi, ce qui était le cas de Mathis d'ailleurs. Et c'est lui qui a aussi tenu à ce qu'on vienne parce que voilà, on pose des questions qui sont parfois un petit peu certes précises, ça peut être barbant pour certains, mais nous on est spécialisés là-dedans et ça nous éclate en fait d'avoir tous les détails, d'avoir toutes les explications sur l'industrie parce que c'est mine de rien, c'est quand même quelque chose auquel on ne pense pas systématiquement, mais là il va nous expliquer les ficelles du métier. Il va nous raconter aussi parce qu'ils ont Europa Park a vécu et traversé quelques épreuves ces dernières années, notamment on pense en 2018 l'incendie qui a eu lieu sur Piraten, on pense ensuite à Covid bien entendu. Oui, ça tout le monde est à passer à travers, mais voilà, vous allez avoir un peu les dessous, les coulisses de ce qui se passe en tant que community manager pour un gros parc qui fait partie des majors européens. Voilà, je vous propose du coup d'arriver à l'interview. Avant de lancer encore une fois un petit truc, comme pour la première interview, bien entendu, on a filmé ces interviews pour le coup, donc on vous invite très fortement si vous êtes sur SoundCloud. Bon, vous pouvez continuer, c'est bien pour le listen count. Mais par contre, si vous voulez venir sur YouTube, vous allez trouver la version capturée en vidéo de cette interview avec quelques illustrations, donc n'hésitez surtout pas. Et comme d'habitude, bien entendu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires parce que ça nous permet de nous améliorer ou d'avoir vos feedbacks et c'est très important pour nous. Ouais, voilà. Et en plus là, vous allez avoir aussi des explications sur la nature, enfin l'histoire de la pièce dans laquelle on se trouvait dans le quartier français. Donc on se retrouve dans le quartier français d'Europa Park. Allez, on se fait ça. Allez, à tout de suite. À toutes. On a aujourd'hui un épisode qui sera une interview d'un des responsables de la communication d'Europa Park, le dénommé Seb Ganzer, juste ici. Bonjour à tous. Seb. Bonjour à toute l'équipe, très heureux de vous accueillir ici chez nous à Europa Park, dans le Merci quartier de nous français. accueillir surtout. Forcément, vous venez de France, donc on a mis une petite salle dans le quartier français pour vous. Très bien. Le storytelling, c'est toujours très... Mais c'est surtout une pièce qui est chargée d'histoire parce que quand on a un peu vadrouillé, regardé un peu les murs, c'est l'histoire de la famille Max, c'est l'histoire des accords avec la France. Enfin,
On sent qu'il y a quand même de belles choses ici, quand même. Hein, Ouais, c'est historique. Tout à fait. C'est une salle qu'on utilise pour des conférences, pour des séminaires, donc on peut vendre à des entreprises ou qu'on utilise pour des réunions internes. On est donc dans le quartier français, donc ça a été construit en 89 avec le quartier. Et au mur, on a plein de petites choses, effectivement, des lettres d'Emmanuel Macron, des concept art des années 90, des cadeaux, des dessins, des œuvres d'art offertes par des artistes comme Tom Ungerer, un très grand artiste illustrateur strasbourgeois, très ami avec le parc, et puis plein de petites photos comme la famille Mac aime bien mettre un peu partout. Ah ça on a vu, il y a plein de souvenirs, même dans des parcs concurrents, avec une petite souris aussi qui fait les Fidji. Et derrière toi aussi on a mis deux petits éléments décoratifs qui ont l'air d'avoir aussi de l'histoire, un cheval en bois qui doit venir d'un carrousel je suppose. Exactement. Et forcément, Ed. Ça ressemble à une petite récompense, non? C'est lui mon patron en fait. Voilà, qui va t'accompagner, qui va surveiller que tout se passe bien. Exactement. Et juste derrière, fais attention. Ouais. Et oui, le carrousel, c'est un petit rappel de l'histoire de la famille Mac, puisque ça a commencé il y a 240 ans, 1780, par la construction de roulottes et de chariots pour les forains, puis d'attractions pour les fêtes foraines, jusqu'à devenir aussi exploitant d'un énorme parc d'attractions comme ici. J'ai remarqué, jusqu'à hier, j'avais jamais fait gaffe, mais dans la logique et à force de visiter finalement, de connaître l'histoire de la famille Mac, en sortant du parc, je me dis tiens c'est marrant la roulotte qui vend des bonbons. Je me demande si c'est une Mac du coup. Évidemment tu as le petit poinçon dessus. Non, c'est c'est toujours des petits hommages à droite à gauche. C'est subtil. Tu en retrouves une aussi dans le Food Loop puisqu'il sert aussi un peu de musée. Donc à l'étage il y a une ancienne roulotte qui était vraiment une roulotte fabriquée par l'entreprise Mac il y a très très longtemps. Trop bien. Ça j'avoue je suis jamais monté à l'étage du Food Loop. On était toujours installé au premier rez-de-chaussée, enfin au rez-de-chaussée principal quoi. Ouais, c'est sympa de monter aussi. Il y a quelques petites maquettes de vieilles attractions foraines des années 50, 60 qui sont assez sympas. En parlant de maquettes, hier on s'est baladé un peu au Cronassar, pas loin de Roulantica, et dans un des halls au-dessus de Roulantica, il y a des maquettes aussi qui sont exposées. C'est juste une folie de montrer autant de belles choses comme ça. Il y a Eurosat, il y a Piraten, il y a la zone avec Vodan, Bluefire et Atlantica Super Splash, enfin le trio. Enfin c'est ouf quoi, tout ce qui est exposé, c'est magnifique. Ouais, c'est une belle petite exposition donc qui est accessible à tous. On peut y aller même sans avoir de billet Roulantica. Juste derrière, il y a aussi un bar, le bar Panorama, qui est un bar qui a une vue panoramique sur le parc, qui est aussi ouvert sans accès à Roulantica. Et donc ces maquettes de toutes les époques, puisqu'il y a celle de Rosat, c'est le Rosat d'origine donc de 89, jusqu'à des maquettes beaucoup plus récentes, donc celle de Pirates des Batavia, le nouveau Pirate de Batavia. Oui. Il y a le Bob, il y a le quartier autrichien, la grotte des diamants. Ah oui, c'est vrai. Il y a plein de jolies choses. Et c'est vrai que Europa Park a une histoire super riche et beaucoup de gens sont super intéressés de la voir, donc on la montre à plusieurs endroits. Il y a aussi dans l'allée allemande un petit musée historique avec plein aussi d'autres maquettes et plein d'autres choses. Avec l'évolution le coffre aussi, c'est ça. On voit la les Mac différents, Bank. on voit les différents designs de Ed Oromos. Il revient de très très loin quand même. Parce que c'est vrai que les designs de personnages, des caractères dans les parcs dans les années 50, 60, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a des lignes un peu plus douces et ils sont quand même plus chaleureux et sympathiques. Est-ce qu'il y a quelque part dans ce parc la plus vieille pièce de l'histoire de l'entreprise, une vieille roue en bois quelque part, je pense la plus datée? Je pense qu'il doit y avoir des choses, mais plutôt à Waldkirch, à l'usine MacRide, où a été conservé plein de choses. Il y a notamment une des maisons de Franz Mac, qui est donc l'un des fondateurs d'Europa Park, dans lequel ils allaient signer les contrats. Donc on sort des tiroirs, on voit encore des vieux plans des années 70-80. Enfin, il y a plein de vieilles choses. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis à chaque fois, on pourrait y aller un jour. C'est compliqué. Les accès chez MacRide sont un peu compliqués. C'est ça. Si vous avez 20 millions à dépenser pour un petit grand 8, ça se fait. Très bien. Alors ça tombe bien, il y a une communauté avec Utip, donc c'est le moment de nous aider à aller visiter l'usine MacRides. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. On va aborder plein de choses au travers de notre interview. On va aussi parler de ton métier puisque, donc, comme tu l'as dit, à Europa Park, tu es community manager. Donc, tu gères les réseaux sociaux, tu fais plein de trucs assez cool et surtout francophonie. Donc ça, c'est top. Exactement. Mais uniquement partie francophonie? Alors, je gère
essentiellement oui la partie francophone. On est 2 sur la partie francophone avec une collègue qui travaille avec moi. D'accord. Mais on est une équipe complète. On est 8 personnes en tout pour gérer les réseaux sociaux d'Europa Park. Et donc on gère aussi les comptes globaux, par exemple Instagram ou TikTok, où on est sur un compte unique en anglais, parfois en allemand, parfois en français, mais essentiellement en anglais. Et là c'est toute l'équipe qui le gère. D'accord, ok. Bah, on va en parler juste après, justement, quand on va entrer un peu plus dans les détails. Mais avant, donc, tu connais peut-être la tradition quand on reçoit un invité dans Puissance Park, c'est que on a le pré-show. Oui, j'ai déjà entendu ça. Ou quand l'invité nous reçoit chez lui, en fait. Hein, ça, voilà. Ouais, c'est surtout ça. Et puis d'autant plus que toi, tu es un fan de parc à la base, donc je pense que t'as quand même pas mal d'expérience derrière toi de parc ou d'attractions, que ce soit foraine ou fixe. Donc ça peut être intéressant. Pour le coup, et on va avoir des choses qui changent parce que c'est vrai qu'en dehors du carcan européen, Disney, Europa Park, Walibi, c'est compliqué des fois d'avoir d'autres exemples. Donc je compte sur toi pour nous surprendre et nous apprendre des trucs. Eh ben écoute, je vais ouvrir le bal et après je vous laisserai compléter. On va commencer par la question la plus simple, j'ai envie de te dire, mais bon, peut-être qu'on sera surpris. Et des fois, c'est pas simple de faire un choix. Quel est ton home park? Pas compliqué, je pense. Et si ça se trouve, c'est pas celui qu'on croit. Si on prend uniquement dans la distance, j'habite à Strasbourg, donc c'est peut-être Didiland, mon home park. Ah, non, peut-être celui où t'allais le plus quand t'étais enfant. Non, c'est clairement Europa Park. Je suis originaire d'Alsace. Pour tous les Alsaciens, Europa Park, c'est la sortie annuelle obligatoire. Donc dès que j'ai eu, je sais pas, 3 ou 4 ans, j'allais régulièrement à Europa Park tous les ans. Et puis c'est ça qui m'a donné le goût, la passion du parc. Et c'est comme ça que je m'y suis intéressé jusqu'à aujourd'hui y travailler. Donc oui, c'est un beau petit chemin et ouais, Europa Park, parc de cœur depuis toujours. Super. Je vous laisse la main les garçons pour la question suivante. Et alors c'est ton home park, effectivement, c'est le parc qui est cher à ton cœur sûrement depuis ton enfance. Mais est-ce que tu as un parc préféré qui est différent de ton home park? Europa Park, évidemment. Ça ne m'étonne guère. Non, plus sérieusement, oui. J'ai visité pas mal d'autres parcs à travers le monde, donc c'est toujours difficile de répondre avec un seul à toutes ces questions-là. Mais allez, je vais en dire 2. En Europe, je dirais Efteling, parce que c'est ce côté merveilleux, c'est les thèmes assez uniques qui sont abordés. Les designs aussi, des personnages. Le design, ouais, tout à fait. Et puis les émotions qui sont procurées. Je me souviens la première fois que j'ai fait Dromvlocht, j'avais vraiment les poils qui se sont hérissés. C'était vraiment formidable et quelque chose de jamais vu pour ma part. Donc c'est vraiment génial. Et le deuxième, je mettrais Universal Orlando pour. Alors lequel, les studios ou Island of Adventure ou le cumul des deux? Les deux. C'est vrai que c'est complémentaire. Ils sont plus séparés maintenant depuis qu'il y a Harry Potter. C'est une seule sauf expérience. Au niveau tarifaire, c'est bien séparé. On sent le prix là. Non, ouais, pour les expériences incroyables autour des franchises de ciné qu'on connaît tous, des Harry Potter, des Jurassic Park, c'est des trucs vraiment incroyables, super bluffants. Ils font ça bien, avec des licences vraiment cultes, et c'est fait avec goût, et c'est pas forcément parce que on est propriétaire maintenant de la licence et qu'on a beaucoup de sous qu'on peut faire mieux. La preuve, c'est que bon, j'ai pas encore fait Web Slingers, enfin Web Adventure. On va faire un instant, ne parlons pas d'Avengers Campus, s'il te plaît. Quand tu fais Spider-Man à Universal Island of Adventure pour la première fois, alors que ça date de 98, bon, 19. ok, maintenant 99, et que les images sont passées en HD depuis, voilà, c'est plus de la pellicule, mais on se prend une claque. Ouais, c'est toujours une claque 25 ans après pour un Dark Ride Media, c'est quand même quelque chose de très très fort. C'est toujours un exemple, et on n'a pas encore atteint ce niveau, même avec Transformers, ils ont pas réussi à relever la barre, quoi. C'est hallucinant. C'est un autre style, quoi. Transformers, t'as pas le temps de regarder ce qui se passe. C'est le même concept d'attraction en soi. Disons que Spider-Man est un petit peu plus subtil et mieux géré en termes de mise en scène. C'est sûr. Eh ben, je vais justement continuer. Ah, eh bien maintenant, tu vas nous donner ton attraction favorite. Alors, c'est difficile d'en avoir une seule, éventuellement une ou deux, mais il va falloir trancher là. Ce qui te vient tout de suite là. C'est très difficile, mais je vais rester sur ce que je disais à l'instant, et on va rester à Universal. Et une des plus grosses claques que j'ai pris, c'est Forbidden Journey. Par l'immersion, le système de transport, le land aussi qui va autour, c'est assez incroyable. Donc ouais,
Forbidden Journey, vraiment au top. Et t'as fait les autres versions ou pas? Les autres versions de cette attraction-là? Au Japon, en ouais, j'ai Californie. fait le Japon, j'ai pas encore fait la Californie. D'accord. Et, Est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Non, j'ai pas eu de souvenir de grosses différences marquantes. C'était assez similaire. Ouais. Mais c'est vraiment une très très bonne attraction. Ça m'étonne absolument pas parce que ça a été un game changer comme on dit. Et le cumul de technologies qui se complètent les unes les autres. Le rail system est vraiment chouette. Ah bah il est unique et derrière quand la concurrence a vu ce qu'avait fait Universal, tout le monde s'est dit ouf, ça y est, le level a up comme il faut quoi. Ouais. Donc ça c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais maintenant on va devoir aborder la phase un peu plus sombre de ce genre de monde. Alors on a parlé d'un parc que tu aimes beaucoup, donc c'est Efteling, tu nous l'as dit, mais est-ce qu'il y a eu un parc dans ton expérience qui a été moins bien, un peu décevant, où tu avais peut-être des attentes et ça n'a pas répondu à tout ce que tu espérais? Alors il y a effectivement un parc pas bien que j'ai fait, duquel je n'avais aucune attente, mais qui pour autant était très très pourri. Je suis quand même déçu. Valide cette phrase. On rappelle que tu parles en ton nom propre. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, même McRae ne vendra jamais rien là-bas. C'est un petit parc que vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est en Floride. Ce n'est pas Disney. Ce n'est pas Universal. Ça s'appelle Uncle Bernie's Theme Park. C'est un truc à Fort Lauderdale. C'est minable, c'est le ghetto. J'avais l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Ça te dit quelque chose, Val? Ça me dit rien du tout, non. J'y jetterai un œil sur Trips and Pigs, du coup. Ouais, j'y étais avec eux. Et non, c'était... il y a 2 mini-coasters, enfin, il y a pas grand-chose en attraction, mais c'était vraiment ghetto. C'est le seul parc où je me suis senti pas en sécurité, à la fois en me baladant dans le parc et dans les attractions. Ah d'accord, alors attends, je viens de lire un tweet, apparemment il y a McRae qui vient d'annoncer qu'il vient de vendre un Extreme Swimming Coaster plus safe dans ce parc justement. Donc bizarre, est-ce que tu veux une rétractation? C'est totalement faux, cela va sans dire. Voilà. Ah, donc redis-nous juste le nom que je me rappelle. Uncle Bernie's Theme Park. Enfin, je sais pas pourquoi il y a un film là-dedans. Oh là là. Il y a aucun thème dans tout ça. On va regarder ça, je pense qu'on va rigoler. Ouais, écoute, vu qu'on a le parc qui t'a déçu, on va pouvoir passer à une attraction qui peut être pareil, où t'avais des grandes attentes et qui t'a déçu, ou alors vraiment... qui est nul. Voilà. T'as mis les pieds dedans et tu t'es dit plus jamais. Compliqué. Est-ce que j'ai quelque chose là qui me vient spontanément? Je l'ai pas préparé, celle-là, j'ai oublié de la préparer. Moi, j'avoue, quand on me dit ça maintenant, je pense souvent à Bandit, à Movie Park Germany. Et c'est revenu plus une ou deux fois. Ouais, c'est ça. Ouais, je dirais peut-être pas Bandit, mais l'équivalent à Warner à Madrid. Coaster Express. C'est un Wooden aussi? Ouais, c'est un Wooden aussi, qui était pas bien. J'attendais que ce soit bien. C'était pas bien. C'est quel constructeur? Je sais plus. Mais bon, c'est vraiment catastrophique. Ouais, en général, tu sais très bien, Val, que quand on est sur cette catégorie-là, on n'est vraiment pas sur une fonction de constructeur. On est sur une fonction on est plutôt sur des fossoyeurs, en fait, en termes d'attraction. Ah bah là, oui. Donc oui, non. Donc ouais, Warner, du coup. Enfin, en tout cas, cette attraction-là, Wooden Warner. Coaster de Warner, qui est particulièrement mauvais. Mais oui, je pourrais citer aussi Bandit. J'en attendais aussi du bien. C'était pas bien. Oui, tu dis ça vient du Cyclone à Coney Island. Je l'ai fait, il était excellent. Cyclone est génial. Mais je dis bon bah ok, c'est un parcours qui est culte, qui est connu et reconnu. C'est pas facile, enfin c'est pas compliqué de dupliquer ce truc-là, tu vois, de réussir l'exploit. Ça a été fait au début du 20e, si je dis pas de bêtises. Tu dis bon, avec la technologie, tout ça, on a bien évolué. Bah non, c'est catastrophique. Tu sais, on peut évoluer dans le temps et régresser technologiquement, hein, ça arrive aussi. Hein. Ouais, en attendant, maintenant, tu vas nous donner ton attraction plaisir coupable. Tu sais que objectivement, c'est pas terrible, c'est nul, mais toi, tu adores. Ça t'apporte une petite émotion en plus, ou alors c'est un souvenir rigolo. Oui, il y a une attraction que j'aime bien, c'est El Paso à Bobayan Land. Ah oui, complètement d'accord. Oui, complètement d'accord. Oui. Est-ce qu'à l'époque tu l'avais fait avec les zappers Nintendo ou tu as connu la version un peu plus moderne avec les points? Non, c'était les vieux pistolets, vraiment incroyable. À l'ancienne. C'était très rigolo. C'est un mélange de Dark Ride avec cette sensation de galerie de tir, de fête foraine à l'américaine. C'est très rigolo. Voilà, c'est un peu kitschouille, hein, évidemment. C'est un peu vieillot. Ça fait son temps, mais je me demande d'ailleurs si c'est pas un système de transport Mac. Ce qui est possible, oui. Ça m'a fait penser aux véhicules de petits flocons de neige dans une certaine mesure. On aurait pu citer ça aussi en plaisir coupable. Ah oui, toi t'aimes bien cette attraction?
Oui, bien sûr. Une petite mise tu as à le droit. jour. T'as le droit de la défendre, hein. C'est ton plaisir coupable si tu veux. Non, mais Non. l'avantage, c'est qu'en réhabilitation, ça coûte pas trop cher en papier alu, quoi. C'est sûr. Papier alu, un coton, voilà. Et hop, on a refait les décors. Bon, évidemment, il y a plein d'autres trucs bien ici. Non, mais heureusement d'ailleurs. Bah écoute, c'est super cool qu'on ait fait un peu ton univers autour des parcs. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Alors, on a un peu abordé quand tu nous parlais un peu de ton métier, etc. Mais on va revenir un petit peu en arrière, si tu veux bien. Ouais. Comment t'es venu l'envie de travailler dans les réseaux sociaux de parcs? Est-ce que c'était vraiment une passion et tu t'es dit je vais m'orienter plus précisément dans le social media, ou par le hasard de la vie, comme on a rencontré des gens qui disaient je veux aller là, mais finalement sont partis ailleurs, ils sont revenus à ce qu'ils voulaient. Comment tout ça s'est goupillé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quoi? Puis à la rigueur, nous parler de ta passion, en fait, avant même d'arriver aux réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a qui les a deux qui fait- sont imbriqués. Ouais, Oui. voilà. Oui, c'est un chemin qui se mélange. Donc oui, comme je disais, j'ai grandi avec Europa Park, donc c'était toujours quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui m'a passionné tout au long de mon enfance, de mon adolescence. Je me souviens que la toute première recherche que j'ai fait quand on a eu Internet à la maison chez mes parents, c'était Europa Park. Donc au bout de 4 heures, quand la page s'est largement C'est ça, affichée avec le modem exactement. 56K, Exactement. les vieux savent. Et puis très vite, je suis tombé sur des sites de fans. Donc j'ai découvert qu'il y avait des fans d'Europa Park, des fans de parcs d'attractions, et c'était une découverte formidable pour moi. On se Et- sent moins seul tout de suite. C'est ça, exactement. Et je me suis intéressé à l'actualité d'Europa Park, à l'actualité des parcs en général. Je me suis inscrit sur les forums, sur Central Park à l'époque. Je me souviens même de mon tout premier message sur Central Park. J'avais partagé des photos de la construction d'une aire de jeu aquatique ici dans l'un des hôtels. Personne ne savait trop ce que c'était. Ah, bah, tiens, Et j'ai est-ce vu que ça. tu avais un pseudo gênant ou pas? Non, c'était mon pseudo de toujours, c'est bio. D'accord. Donc, Bon, ça va. basé de Sébastien, forcément. Mhm. Donc rien de foufou, ça va. J'ai toujours été assez sobre. Et est-ce que c'était très vite une évidence pour toi de te dire un jour je travaillerai Europa Park? Pas forcément Europa Park, globalement dans les parcs d'attractions. Je me suis interrogé à travailler en saisonnier pendant mes études au parc. Finalement, ça s'est pas fait parce que ça reste loin Europa Park. Moi, j'étais à 1 heure de route, donc D'accord. quand on est ado, jeune adulte, ça c'est moins facile. Mais assez vite, je me suis dit que le domaine des parcs d'attractions et plus globalement du tourisme, parce que je savais que les parcs d'attractions, ça reste un domaine assez fermé, enfin, en tout cas pas très grand, avec des possibilités assez limitées. Donc, j'ai orienté mes études vers le marketing et ensuite vers le marketing du tourisme. Donc, j'ai fait notamment un master en management du tourisme et des loisirs, spécialité récréologie. C'est Récréologie. super ça, moi j'en ai jamais entendu parler à Ouais, l'époque. je connais même pas le nom, je sais même pas. Ah, c'est ouais. super. Alors, récréologie, c'est un terme québécois qu'ils ont chopé là-bas. Donc, j'étais à l'université d'Angers, à Saumur plus exactement. Mhm. Et donc, c'était une spécialisation activité récréative de loisirs et de sport. Et donc, on avait des cours sur les notions de resort, sur le sport loisir, sur les parcs aussi, puisqu'on avait en intervenante Evelyne Villam, qui était à l'ouverture du parc Astérix pendant très longtemps directrice marketing du parc Astérix. Donc voilà, plein de choses intéressantes. Et puis j'ai orienté du coup directement mes différents stages dans le domaine. J'ai commencé mon premier stage chez Nouvelle Destination, donc qui est un tour opérateur, une agence de voyage spécialisée dans les parcs d'attractions, qui vend des séjours un peu partout dans les parcs d'attractions. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ouais, ça existe toujours. C'est donc en gros c'est un grossiste pour les agences de voyage. Même si effectivement beaucoup passent en direct désormais. D'accord. Mais ça existe toujours, ouais. Ah, c'est intéressant, tu vois, je savais même pas que c'était ça existait en fait vraiment à grande échelle, tu vois, une entreprise qui est spécialisée dans les voyages pour les parcs. Ouais. Ah, c'est top. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un stage au Futuroscope. Puis un troisième stage, mon dernier stage à Walibi Belgium, où je me suis occupé des relations presse.
C'était à quelle époque, justement, que t'étais en... Alors, c'était après le passage de Six Flags, j'imagine. Ouais, oui, c'était Bien après. Walibi, c'était déjà sous la Compagnie des Alpes, c'était l'année avant le fameux rebranding avec les Wab et les Skunks. Dur. Donc Walibi, Est-ce que c'est de ta faute 2010. ou pas? Non, moi, j'ai rien fait. fait. J'ai juste vu des planches dans les bureaux, j'en ai entendu parler, mais c'est pas ma faute. Ouais, mais à l'époque, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour perdre cette image de déchetterie laissée par Six Flags. Et pour avoir fait des parcs Six Flags récemment, ils ont vraiment rien à faire finalement de la propreté du parc et de ce qu'ils laissent derrière eux. En fait, j'ai l'impression que c'est des pompes Afrique. On fait venir du monde et puis après l'entretien, c'est pas grave, c'est pas important. Les attractions tournent, les gens viennent et payent, c'est le principal. Et derrière, bon bah au final, là il y a trop de trucs à réparer, on abandonne et hop, comme ce qu'ils ont fait à Kentucky Kingdom, qui a été repris par la Ershand. Ouais, voilà, qui gère aussi Silver Dollar City et d'Hollywood. Ouais. Et on sent qu'il y a eu du boulot, quoi, parce qu'après 6 ans d'abandon, plus le manque d'entretien propre à Six Flags, voilà. Et j'ai peur que ça arrive à d'autres parcs. Donc Walibi finalement a subi aussi les conséquences des choix stratégiques un peu douteux, on va dire. Ouais, bah Donc à se remettre de ça, c'est pas évident, quoi. Six Flags a quand même vachement développé le parc puisqu'ils ont investi beaucoup d'attractions, mais effectivement dans l'expérience après c'était un peu moins bien. Puis après ce fameux rebranding Wab Skunks de Walibi en soi était pas inintéressant. Sur le papier, c'était pas mal. Je pense que ça avait déjà un peu de retard. Ouais, il y avait du retard et puis il y avait peut-être pas assez les moyens qu'il fallait derrière. Il était envisagé de faire des séries télé sur Gulli ou d'autres chaînes. Enfin, il y avait vraiment un gros plan ambitieux. C'était plutôt pas mal, mais ouais, ça venait peut-être trop tard et il aurait peut-être fallu plus de moyens pour arriver à quelque chose de correct. Ça paraît évident. Oui. On va pas se le cacher. Donc tu as fait ton dernier stage, c'est ça, à Walibi Belgium. Exactement. Et comment ça s'est passé pour la suite une fois que tu as eu ton diplôme? Et bien ensuite, j'ai donc cherché du boulot. Il se trouve que j'avais gardé de très bonnes relations avec les équipes du Futuroscope où j'avais fait un stage précédemment. Et il y a eu une opportunité là-bas, donc je suis retourné plutôt à Poitiers et j'ai bossé 7 ans au Futuroscope, déjà dans le domaine du web et du digital. Donc j'étais chargé de communication web et donc je gérais un peu tout, donc réseaux sociaux, vidéos, sites web, newsletter, et tout ce qui tourne autour. Donc j'ai bossé 7 ans là-bas. Et pendant les 7 années où tu y as été, donc alors c'est avant le fameux plan d'investissement là que le parc est en train de faire actuellement. Il y avait quoi qu'est-ce que tu as vécu de sympa au Futuroscope durant cette période-là? Parce que 7 ans quand même, c'est pas mal de temps, quoi. Bah, il y a eu quelques belles attractions. Il y a eu les lapins crétins. Je suis parti juste après l'ouverture de l'extraordinaire voyage. Ah oui, ouais. Là il y avait quand même des trucs très sympas. Ouais, sur la fin t'as eu des trucs sympathiques. J'ai bossé aussi moi-même sur Objectif Mars, donc j'ai participé un peu à la conception. Il y a un peu de toi donc dans Objectif Mars. En gros t'as vraiment lancé l'amorce finalement de ce gros plan d'investissement et de renouveau un peu. Alors du c'est pas moi qui l'ai lancé tout seul. Non, bien sûr. Non. Je veux dire, t'as participé à tout ça. Tout à fait. Et t'as vu l'évolution du coup. T'as vu qu'il y a des gens qui commençaient à se dire bon, on voudrait prendre des décisions. Mais attends, parce que tu parles justement d'Objectif Mars, mais en soi, ça fait combien de temps du coup? Parce que bon, c'est clair, premier coaster du Futuroscope, ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain. Mais toi, c'était quoi? C'était des pré-amorces, c'était pré-étudier un peu le terrain, préparer la com, ce genre de truc? Non, pas la com, c'est vraiment le concept de l'attraction. On a fait sur demande du directeur de l'époque, Dominique Hummel, il a souhaité créer un groupe de travail avec des horizons divers. Donc on avait des gens des projets, quelqu'un de l'informatique, quelqu'un de la technique et moi-même, plus quelqu'un de la compagnie des Alpes. Parce que finalement c'est quelque chose qui est en dehors de ton poste pour lequel tu as été embauché. Là, c'était plus pour capitaliser sur mon expérience des parcs d'attractions que je visite. C'est super ça finalement qu'on prenne cette lueur de passion chez ceux qui en ont pour essayer de penser à l'avenir, quoi. Et donc on devait réfléchir à ce que serait la prochaine grosse attraction majeure. On avait carte blanche et donc on s'est dit il faut qu'on aille sur un roller coaster, c'est vraiment ce qui manque au Futuroscope. Je confirme. Et donc on a planché sur un projet. Alors certes c'est très différent de ce qui est aujourd'hui, mais on avait déjà
cette partie, la notion d'espace, le thème de l'espace. On ne partait pas sur Mars, mais sur une exoplanète ailleurs. On avait déjà cette partie Dark Ride, donc là, dans ce qu'on voit, il y a déjà des choses qu'on avait imaginées à l'époque. Après, c'est complètement différent parce que donc le objectif Mars actuel, il est là où avait été installé le Solido, donc ce grand dôme IMAX 3D. À l'époque, une des contraintes, c'était de garder le dôme parce qu'on pouvait pas le démolir. Ça faisait partie des contraintes. Donc on avait imaginé un lift avec une projection énorme dans le dôme. Bon, finalement, ils ont pu le démolir. Je pense que c'est pas plus mal. Il y a un petit côté Space Mountain quand ils pensent avec l'histoire de dôme. Exactement. Et puis on avait même imaginé de garder le bâtiment à côté, donc qui avant était Future l'Expo, maintenant c'est Chasseurs de Tornades, dans lequel on aurait fait toute la file d'attente avec beaucoup d'immersion, de pré-show, et aussi garder une partie comme c'était le cas avant, donc à Future l'Expo, une partie vraiment d'expo plus ludo-pédagogique, avec des expériences sur le thème de l'espace pour tester la gravité, ce genre de choses. Donc finalement, l'idée de base a séduit. On était en compétition avec une autre attraction, un tunnel immersif. Je crois qu'ils ont fait le bon choix en partant sur le coaster. Oui, carrément. Surtout quand tu vois qu'en période Covid, aucun tunnel immersif a ouvert en plus. en Europe. Donc, oui, ça c'est parce que c'est exploité par des groupes qui n'avaient pas trop envie. Mais non, mais je reviens sur le tunnel immersif pour en avoir fait quelques-uns. Je pense qu'on peut très vite se lasser de ce type de technologie, alors qu'un roller coaster, il y aura toujours les sensations. Ça reviendra toujours. C'est aussi un facteur important quand on conçoit une attraction, c'est le taux de re-ride après. Est-ce qu'on a envie de le refaire en sortant de l'attraction? C'est quelque chose que forcément tu décuples sur un roller coaster. Bah, surtout qu'en plus, là, tu l'as dit, l'intérêt c'était aussi d'apporter un peu de nouveauté sur le Futuroscope. C'est pour ça qu'ils sont venus faire ce focus group, quoi. C'était pour vous prendre et vous dire, bah ok, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus? Un tunnel immersif reste un simulateur en soi avec des écrans tout autour. Donc là, le fait d'avoir travaillé le roller coaster, plus intéressant peut-être pour le Futuroscope. Surtout que le résultat final est vraiment sympathique. C'est des sensations concrètes et puis le côté rotation libre multiplie finalement l'envie de tester le même parcours, certes, mais avec le côté aléatoire qui aide un peu comme les Extreme Spinning Back finalement. Puis avec des petites surprises, la partie Dark Ride, la free fall à la fin, ça aussi on l'avait déjà dans l'idée de base. Donc c'était quoi? C'était en 2016 cette idée-là. Donc il y a encore beaucoup de cette première version, de cette première mouture qu'on a envisagée, qui a été conservée dans l'attraction finale. Ils ont bien réussi à faire une attraction qui, je trouve, se démarque du reste et n'est pas juste une copie de quelque chose qu'on a déjà vu. Et c'est justement ce que j'allais dire, parce que s'ils avaient choisi le tunnel immersif, on aurait encore pu dire putain, encore un simulateur, encore un écran, et le Futuroscope, il n'y a que ça, quoi. Ouais, et puis en plus le truc du tunnel immersif, c'est qu'en plus vu que certes le film aurait été peut-être produit pour le Futuroscope au début, et après tu te retrouves avec le même film qui se retrouve dans d'autres parcs, et puis après on reprend un film de catalogue pour le mettre à l'intérieur. Enfin, on a vu ce que ça a donné sur d'autres expériences similaires, media-based au Futuro. Donc là, l'avantage, encore une fois, j'en reviens, le coaster, il est aimé, il a son truc, et puis l'exécution est vraiment intéressante. Maintenant, ce que je vous propose, on a parlé quand même du Futuroscope assez longuement, on n'est quand même pas au Futuroscope ici. Oui. Parlons un peu de ce qui a suivi le Futuroscope pour toi, justement. Donc du coup, qu'est-ce que ça t'a ouvert comme porte et en quoi c'est connecté avec ce que tu fais maintenant, quoi, en fait? Ça m'a donné une grosse expérience forcément dans le marketing, dans le monde des parcs, et donc en 2017, j'ai rejoint donc les équipes d'Europa Park. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis donc l'une des seules personnes peut-être au monde à avoir ouvert 2 Flying Theater dans 2 parcs différents, dans 2 équipes différentes. Oui, c'est vrai, Voletarium, c'est 2017. Oui. Juin 2017 Voletarium, décembre 2016 l'extraordinaire voyage. C'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Ah là ça fait la petite fierté, oui, quand même. C'est toi qui as démarché Europa Park ou on est venu te chercher Europa Park avait publié une offre d'emploi, il cherchait quelqu'un pour gérer la partie réseaux sociaux en français, quelque chose qui était jusque-là fait un peu comme ça, avec un traducteur ou avec des gens des équipes mais qui sont pas forcément dédiés à ça. Donc là c'est vraiment une création de poste pour accentuer la partie française, et donc j'ai vu passer cette offre, je me suis dit tiens, et tu es passé entre tous les maillons. Je corresponds pas mal, ça pourrait être fait pour moi, donc j'ai tenté. Déjà tu parles allemand?
Puisque tu es d'origine alsacienne, donc Oui, j'imagine que alors- ça devait déjà être un atout. Je te cache pas que en étant 7 ans à Poitiers, j'ai pas parlé un seul mot d'allemand là-bas, donc j'avais beaucoup perdu. Ah oui. Donc, mais après j'avais une bonne base. C'était ta LV1, LV2 allemand Ouais, ou- bah en Alsace, on commence très très tôt. Même en maternelle, on avait déjà commencé à faire des petites initiations avec des histoires de chats, de souris. Mais ouais, Bah, ça commence c'est un super peu tôt. comme dans les régions où il y a des langues régionales comme la Bretagne, etc. Même je me rappelle en Bretagne, on nous apprenait un peu le breton en primaire. Donc Bah, dans ça le m'étonne pas. Pas-de-Calais, Ouais. j'avais des initiations à l'allemand en CM1, CM2. Mais pas d'espagnol Mais pas en pourtant. C'est bizarre. Non, pas en ch'ti. Ah ouais, Ouais, non, je ch'ti, me justement, dis, ouais. ils essayaient de parler pas trop comme ça, parce que plus tard, ça peut jouer entre votre défaveur des entretiens d'embauche. Et donc, ouais, tu disais que tu avais un peu perdu de ton allemand, mais Oui. au final, est-ce que ça a été un frein quand tu as passé les entretiens? Mais oui, est-ce que ils t'ont dit non, mais c'est bon, le niveau est bon, vous allez Non, vous oui, débrouiller? j'avais encore des bonnes bases, donc ça a suffi. Les entretiens sont bien passés. J'ai fait une journée de test ici sur place au sein de l'équipe, où je travaille gratos d'ailleurs. C'est un concept. Ouais. Oui. Et du coup, ça a permis de voir que l'intégration dans l'équipe pouvait se passer très très bien. Et donc j'ai dit oui, et puis je suis arrivé là en mai 2017. Puis maintenant, donc voilà, ça fait 5 ans que je suis là. Ça se passe bien, je suis toujours là. Bah oui, mais en plus, on a pu voir un peu comment évoluent les réseaux sociaux d'Europa Park depuis, parce que mine de rien, comme tu l'as dit, TikTok a fait son apparition. Je me rappelle, alors malheureusement, quand le Covid nous est tombé dessus, ça a tous été très difficile, mais vous aviez fait à un moment donné une balade dans le parc vide en live Insta, si ma mémoire est bonne. Et en fait, nous, en tant que viewers, on pouvait choisir là où vous deviez aller pour vous filmer. pour Ouais, filmer. exactement. Le Covid, forcément, ça nous a tous frappés dans le monde du tourisme et des parcs d'attractions plus précisément. Et pour nous, il était assez important de maintenir le lien avec la communauté, parce qu'on a une communauté de fans très impliquée, très engagée. Donc c'était important de garder ce lien et de continuer à leur offrir du contenu. Donc on a profiter entre guillemets du parc vide pour faire des choses, donc effectivement avec des lives Facebook où les gens pouvaient interagir directement dans les commentaires ou en votant pour se balader à travers le parc. On racontait des anecdotes sur les attractions, sur l'histoire du parc. C'était un chouette concept, et puis ça a cartonné. On a réussi, alors que le parc était fermé, à avoir autant d'interactions sur les réseaux sociaux que lorsque le parc est ouvert, ce qui est pas évident. Mhm. Et puis ça a permis de renforcer encore le lien avec les fans d'Europa Park. Mais on sent, alors je parle plus pour toi en tant que community manager francophone, que on sent ta patte à chaque fois dans les messages, avec une vraie tendance à répondre au public, à créer ce lien, cette connivence avec les autres utilisateurs. Donc ça, c'est un vrai plus. Ouais, c'est super important. C'est ce que nous permettent les réseaux sociaux. On n'est pas sur de la campagne de communication traditionnelle, sur de l'affichage, sur de la pub dans des magazines. Là, on a vraiment un retour direct des fans, des clients qui vont commenter, qui vont donner leur avis, qui vont critiquer parfois. Ou alors du SAV simple. Ouais, hein. également. Ouais, c'est super important. On a, par exemple, l'exemple d'un groupe de gens qui avaient commenté un post, et puis il y a eu plein de commentaires en dessous. On a échangé avec eux, ils ont trouvé ça vachement bien qu'on interagisse avec eux, jusqu'à ce que 2 semaines après, ils postent une photo du groupe à Europa Park, parce qu'ils ont décidé, après cette discussion, de venir nous voir. Donc ça a aussi de l'impact, et puis ça peut aussi parfois enclencher des visites. Et puis on a vu aussi, nous on connaît bien Arnaud de EP Forever, et on a remarqué il y a pas longtemps, il y a eu une journée EP Fan Days, si je dis pas de bêtises, il y en a même plusieurs qui s'organisent. Ouais, tout à fait. Le parc fait depuis très longtemps des rencontres de fans qui se faisaient beaucoup avec les fan clubs allemands d'Europa Park. Et là, depuis 2 ans, enfin non, pas depuis 2 ans, la 2e édition, mais il y a eu le Covid entre-temps, Oui. qu'on a intégré aussi vraiment les fans français, donc avec Arnaud, avec Europa Park Forever et Antoine. Et donc on a organisé ensemble cette journée. Donc c'était là au mois de mai dernier, avec petit déjeuner d'accueil, avec une conférence en français sur l'actu et les nouveautés du parc,
avec ensuite une grande conférence en français et en allemand avec des représentants de la direction du parc, avec un jeu de piste organisé par les équipes d'Europa Park Forever, donc à travers tout le parc pour chercher des réponses à des énigmes. C'était vachement bien foutu, avec à la fin des cadeaux à gagner, notamment des roues de coaster pour cette Oh Oui, là, ça c'est bien. ça, Ça, c'est on aime vrai. bien nous. Ouais. On a fait aussi. On n'en fait rien, mais on aime bien. quand Ouais, mais même. c'est de l'exposition. On a aussi fait un vol exclusif dans Voletarium avec un autre film que celui Oui, que vous on a voyez. entendu parler, entendu ça parler. nous intéresse grandement, ça. Il paraît que c'est très bien. Oui. Oui, un peu jaloux. J'aurais bien voulu être là jour-là si j'avais C'était su. uniquement ce jour-là. Ah, ça devait être génial. Ouais, donc c'est un film qui a été conçu pour un parc au Mexique qui ouvrira peut-être un jour. Un film de 10 minutes, donc qui est conçu par Mac Animation, donc une des autres filiales du groupe Mac, qui fait notamment tous les films 4D qu'on voit au ciné 4D chez nous, et des films pour Flying Theater. Ils ont fait Voletarium aussi. Et donc ce film au Mexique qui est du coup aussi programmé dans Voletarium pour des tests qu'on ne peut pas montrer et qu'on ne montrera pas au grand public parce que d'une part en termes de droit, et d'autre part parce que ça ne colle pas au thème européen forcément. Forcément, oui. Mais c'est un film qui a été fait 2 ou 3 ans après Voletarium, donc il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été apprises pendant le tournage de Voletarium, donc on est allé encore plus loin, on a fait encore mieux. Pour mieux exploiter finalement les systèmes de l'attraction. Exactement. Et ouais, c'est vrai que c'est un très beau film et une très belle expérience. J'aimerais bien un jour que The Parc mexicain ouvre, parce que j'aimerais voir les films. T'as qu'à venir à la prochaine EP Fan Days, et puis voilà. Ah bah si j'ai l'assurance que l'année prochaine le film est reprojeté, je prends mon billet tout de suite. Non, j'imagine le faire à programme chaque change. fois des nouveautés. Et puis après, on a fini donc sur cette journée, on a diffusé en exclusivité le premier numéro du documentaire sur le chantier de notre nouveau coaster. Visible sur VJoy, c'est ça? Exactement, sur la plateforme de streaming interne. fait beaucoup de trucs quand même Ouais. chez l'Europa Park là. Et puis ensuite, dans tous les sens. Ensuite, quand le parc était fermé aux visiteurs, on est allé au quartier hollandais qui était privatisé pour faire des tours de tasses ou surtout des tours de pirates avec petites boissons. Le Bamboo Bay était ouvert aussi, donc c'était très sympa. Il n'y a pas beaucoup de parcs européens qui peuvent se targuer d'avoir des fans de façon internationale entre plusieurs langues, plusieurs pays. C'est dû forcément à la position géographique du parc. La France, là, c'est 3 km à vol d'oiseau. Le Rhin est juste à côté. Donc ça fait vraiment partie du cœur d'Europa Park d'être aux 3 frontières entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Et ça se voit sur le nombre de visiteurs. 95% des visiteurs viennent de ces 3 pays-là. Ouais, c'est énorme. Ah non, mais on sent. On le sent. Bah, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que c'est ça qui m'a paru très drôle, c'est que quand nous sommes arrivés sur la double voie qui va vers Europa Park, la signalisation est en allemand et en français. Donc ça, c'est un truc que je pense est unique dans le pays, quoi. Oui, exactement. On sait qu'on a énormément de Français qui viennent nous voir. Donc on met tout à disposition également en français et aussi en anglais. Donc dans le parc, tous les documents, les panneaux sont traduits, sont dispo dans les 3 langues. Justement, ça c'était une de nos questions. C'est en gros, ça se passe comment finalement de travailler dans la communication dans un pays étranger? Parce que bon, on est en Allemagne. Toi, de ton point de vue, est-ce que c'est que vraiment du travail sur la com française ou tu es aussi impliqué dans les communications de tes collègues qui sont spécialisés sur l'Allemagne, la Suisse ou encore d'autres pays? J'imagine que vous récupérez quand même des idées que vous adaptez finalement. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on publie sur les réseaux sociaux qui sont des choses qu'on publie à la fois en allemand et en français. Après, pour le public français, parfois il faut faire preuve d'un peu plus de pédagogie. On a en fait 2 types de publics côté français. On a les locaux, donc en Alsace, en Lorraine, en Franche-Comté, qui connaissent parfaitement Europa Park. Donc eux, c'est un public qui est déjà acquis entre guillemets, qui vient super régulièrement tout seul. Qui connaît bien l'offre. Ouais. Et après, on a le public qui vient de plus loin, du reste de la France, de Paris, de Lille, de Lyon, où là, on doit faire preuve de plus de pédagogie. Parce que pour beaucoup, ils voient Europa Park, c'est en Allemagne, c'est le bout du monde, l'Allemagne.
Ils pensent que c'est vraiment loin. Ouais. Ils disent il y a juste le parc. Ouais, Alors que bon, ils il y vont a rien toute l'offre comprendre. hôtelière. Et puis en plus, il paraît qu'il y a un petit parc aquatique. Il n'y a pas eu trop de communication agressive dessus. Là, Ils n'ont fait que du bouche à oreille. C'est Ouais, comme ça que ouais. le truc s'est fait connaître. Là, c'est vraiment là. Je pense que bon, tout le monde est au courant. Même aux États-Unis, je suis sûr, dans les autres pays états-uniens, ils doivent se dire il faudra qu'on vienne tester le Rolantica. Film Park Review était là il y a 15 jours. Ouais, on a Ah vu, oui, on avait vu, Ils effectivement. ont testé aussi Rolantica et ils ont adoré. Donc, Le parc vaut le coup. Ouais. Spoiler, on l'a testé, il vaut le coup. On Voilà. en parlera plus tard. On en parlera Voilà. plus tard. Et on va parler un peu aussi de ton expérience. Donc on va aborder peut-être un sujet qui est un peu plus douloureux, puisque le parc a eu une catastrophe, on va dire un désastre qui a marqué tout le monde. En plus du Covid, toi, Voilà. finalement, t'as pas eu de bol. T'as- Hein, parce que avant mais- même le Covid, t'as eu finalement un travail préparatoire avec l'incendie. Là maintenant, on peut dire que tu es rodé. Je pense qu'on peut Ouais, pas ouais. dire plus. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu justement de l'incendie de Piraten en 2018, si ma mémoire est juste. 26 mai 2018. Voilà, mémoire gravée, hein, je pense que là Oh, tu oui, oublieras le pas. traumatisme. Trauma. Bah oui. Donc parle-nous un peu comment tout ça s'est organisé, puisque finalement on a vu les réseaux sociaux s'activer partout tout le temps, information, communication, on vous rassure, il se passe ceci, il se passe cela, jusque très tard dans la nuit, parce que nous tous, même en tant que passionnés, on suivait de près, parce qu'on voulait voir qu'est-ce qui se passait et tout, c'est quand même un Oui. truc assez incroyable. Mais vous étiez sur le pont en permanence, donc parle-moi un peu de tout ça, quoi. Ouais, c'est forcément, hein, tu l'as dit, c'est un épisode très marquant pour tous ceux qui ont bossé là et qui ont bossé sur ce sujet-là, donc pour tout le parc. C'était un samedi soir, donc autant dire qu'on n'était pas ici. Heureusement qu'on n'était pas ici parce que nos bureaux étaient pas très loin de l'incendie, donc on aurait de toute façon été évacués. Moi-même, j'étais en week-end avec des copains sur l'île de Ré. Heureusement, j'avais mon PC avec moi. Oh la vache, ah ouais. Et donc ça s'est passé, ouais, on a eu sur un WhatsApp avec quelques collègues des photos. Tiens, il y a un gros panache de fumée, il se passe un truc. 5 minutes après, notre directeur qui nous a écrit à tous, voilà, il se passe un gros événement au parc. Si vous êtes dispo, on a besoin de vous. Et donc on a directement tous ceux qui le pouvaient ont pris le relais et on est allé bosser à distance pour essayer de gérer ça au mieux. On a tout de suite pris le parti. Alors on n'avait pas de plan de com de crise préparé comme ça. Ça s'est vraiment fait assez spontanément. Avec du bon sens aussi, je crois, beaucoup. Énormément. Parce qu'il a été, dès le début, il nous a paru indispensable de vraiment communiquer, parce que c'était quelque chose d'ampleur inédite, comme jamais ça s'est vécu et comme plus jamais ça ne se vivra, je l'espère. Et de rassurer le plus vite possible, Exactement. de se renseigner, parce que très vite, moi je me souviens le jour où c'est arrivé, très vite on a su que tout le monde a été évacué et que finalement les seules victimes c'était les animatroniques, quoi. C'est ça. Donc vaut mieux que ce soit ça. C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a un combat aussi contre les fausses rumeurs et les mauvaises choses évidemment. qui peuvent tourner autour? C'est aussi pour ça qu'on a fait le pari de réagir très vite, parce que ça peut très vite dégénérer. Il peut très vite y avoir des fausses informations qui circulent. C'était le cas. Il y a notamment eu une photo d'un wooden coaster en feu. Et des gens ont dit que ça y est, Vaudan brûle aussi, alors que c'était un incendie 5 ans plus tôt à Dreamland en Angleterre. Donc très vite, le fait qu'on a communiqué aussi activement, ça a aussi permis d'éviter la propagation de rumeurs. Il y a eu plein d'autres rumeurs qui ont circulé à droite à gauche. Donc on a vraiment incité les gens à suivre les canaux officiels pour avoir toutes les informations en temps réel sur nos réseaux. Donc on a beaucoup utilisé Twitter. C'est là, voilà, tout au long de la soirée. Donc ça s'est passé en fin de journée vers 18h. Et après, jusqu'à 1h ou 2h du matin, on continuait à communiquer des choses. Et comment est-ce que tu te bats contre ce genre de rumeurs? C'est parce que c'est quelque chose qui est sur Internet, il y reste et il se multiplie. Comment casser cette chaîne? Est-ce que il faut reprendre l'information et dire ce mec-là a dit ça, sachez que c'est entièrement faux, et non, ensuite on déballe la vérité? Ouais, c'est très compliqué. Il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Nous, on l'a fait en allant directement commenter les posts, les sujets qui en parlaient, en disant que non, c'est faux. On a rappelé que le compte à suivre, c'est ce compte-là, le compte officiel d'Europa Park, c'est là uniquement qu'il y a toutes les informations à jour. En disant que toutes les informations qu'on communiquait étaient concertées avec les autorités, avec la police, les pompiers.
et que tout le reste n'avait pas de valeur. Donc ouais, c'est assez compliqué. Ouais. Petite question du coup, parce que effectivement sur ce genre de situation de crise, la communication déjà entre vous, c'est super important parce que vous avez un plan de com à respecter quand même, à mettre en place rapidement. Comment ça se passe derrière ça? Imaginons vous apprenez ce soir-là donc de nouvelles informations, vous vous concertez par un WhatsApp, un truc interne pour être sûr d'avoir tous la même ligne, et après vous utilisez votre tonalité propre à chaque langage ou à chaque culture pour pousser l'information le plus vite possible, ou comment est-ce que ça se passe? Ouais, c'est ça. Là, tout se passait via WhatsApp. On avait sur place notre directeur du digital qui était sur place et qui était auprès des autorités pour coordonner tout ça, qui nous disait attention, on va sortir telle information, commencez à l'écrire. Ensuite, on le faisait valider dans ce channel sur WhatsApp. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, toutes les informations sont sorties. Parce que dans le même temps, certes, il y a Batavia, il y a le quartier scandinave qui a brûlé, mais il y a aussi quelques parties backstage, notamment un serveur qui avait toutes les redirections des sites web. Donc europapark.de n'était plus du tout accessible, il n'y avait plus rien d'accessible. Le serveur aussi qui abritait le plan de com de crise, alors qui n'était pas détaillé pour un incendie parce qu'on n'a jamais il faut chercher le dossier du plan donc de crise. Donc tout ça était sur ce serveur-là. Donc voilà. Le dossier a pris feu. Est-ce qu'on pourrait pas appeler ça la loi de Murphy? Tout ce qui pouvait foirer là. Donc les mecs ils sont dit, et elle est où le truc de l'information? Des extincteurs ça aussi brûle étaient là-bas. C'est incroyable. Ah non mais c'était vraiment une situation de fou. Oui, quoi. oui, Et c'était pas trop incroyable. long à chaque fois pour faire valider une information, que ça remonte assez haut pour Non, savoir parce si vous que pouvez là, on a eu une confiance complète de la direction du parc, et c'est donc en interne dans l'équipe digitale où on a fait le tout, validé par notre directeur, c'est lui qui donnait son feu vert, et ce qui nous a permis d'être à chaque fois hyper réactifs. Okay. Ouais, c'est du bon sens, Très tout bien. simplement. Mais d'ailleurs, voilà, je vais rebondir sur tout ce que tu viens de raconter parce que je suis un peu aussi dans la communication. J'ai fait des études dans ce milieu-là et Dieu sait que la communication de crise est très particulier. Mais je pense que vous avez magistralement géré cette communication de crise parce que des situations un peu spéciales dans les parcs, ça existe, et je connais des community management dans le monde des parcs, ils sont pas tous comme le vôtre, quoi. Et là, j'ai vu vraiment l'information arriver en permanence, tout le monde au taquet, l'information, la transparence, on vous le dit, et ce qui fait que justement, les fausses rumeurs, comme tu disais plus tôt, elles ont toutes été étouffées un peu dans l'œuf, elles n'ont jamais pris, et on sait que maintenant, elles sont toutes fake, donc il n'y a pas cette légende urbaine de dire, il paraît que le Wodan avait pris feu et tout, non, on sait que ça n'est jamais arrivé. Donc je trouve que c'était incroyable ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, je félicite ton équipe, toi, enfin tout ce que vous avez fait parce que c'est pas facile à gérer entre le stress, les informations qui arrivent au compte-gouttes, et après il faut gérer l'afflux d'informations. Surtout quand t'es en vacances à l'île de Ré. Heureusement, peut-être que justement le fait que tu sois à distance ait pu déstresser un tout petit peu, parce que si t'étais sur place en coulisses, j'imagine que là c'est encore plus angoissant de voir tout ça s'activer. C'est sûr, quand en étant en plus sur place, il y avait en plus les bureaux à évacuer. Oui, c'était quelque chose qui valait mieux gérer à distance. Et ouais, comme tu le dis, c'est le fait qu'on a été rapide et transparent qui a permis d'étouffer certaines rumeurs. Et c'est vrai que avec le recul, ça a été très bien fait. On aurait pu être plus rapide, on aurait dû être plus rapide parfois sur certains trucs. Mais globalement, oui, ça a été aussi salué par des collègues d'autres parcs d'attractions, par des professionnels de la communication. Et j'imagine aussi par les familles qui avaient besoin d'être rassurées, qui savaient qu'ils avaient des proches en visite au parc. Tout à fait, parce qu'on a très vite dit que tous les visiteurs étaient en sécurité. Donc c'était quelque chose de très important. Il a aussi fallu très vite donner des informations sur la suite. Est-ce que le parc rouvre le dimanche? Qu'est-ce qui va être ouvert à l'intérieur du parc? Donc oui, il y avait beaucoup de choses à dire. Ok, bah écoute, justement au niveau de toute cette gestion des réseaux sociaux, on avait une autre question qui était que nous, on les gère à notre niveau et aussi en fonction de nos envies. Certaines personnes dans l'équipe apprécient plus ou moins certains types de réseaux sociaux, et en fonction de notre âge aussi, il y en a qu'on déteste, et on voulait savoir si vous, de votre côté, vous avez des préférences pour certains réseaux, et est-ce qu'il y en a que vous aimez pas, ou est-ce que il y a justement le métier pousse à devoir vraiment apprendre et apprécier chacun des réseaux sociaux, même si parfois c'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous attire? Oui, quand on fait ce métier, oui, il faut s'intéresser à peu près tout. On l'a dit tout à l'heure, on a lancé TikTok en 2000.
2019, je crois, fin 2019. Au début, j'étais pas forcément fan et j'avais du mal à comprendre la plateforme. Aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle je m'éclate parce que c'est un terrain de jeu formidable où on peut imaginer des nouveaux trucs. Finalement, oui, tu t'amuses. Le but, c'est de transmettre en fait l'envie aux gens de venir s'amuser ici. Exactement. J'avais vu que tu avais trempé le polo à Poséidon dans une des vidéos d'ailleurs. Oui, j'ai fait plusieurs petites vidéos qui ont pas trop mal marché, d'autres moins bien, où je me mets un peu en scène et puis toute l'équipe, on donne un peu aussi de notre personne pour faire des choses un peu rigolotes, un peu plus sympas. C'est beau le sens du sacrifice, des attractions. Du coup, ça t'arrive d'être face à un réseau qui, quand il sort tout au début, tu dis et après finalement le temps d'apprendre à connaître tout à fait. Tout. Il y a aussi des réseaux qu'on a testés et qui finalement se sont plantés. Google Plus. Non, ça c'était encore avant que j'arrive ça. Non, par exemple. Clubhouse. Comment ? Clubhouse peut-être ? Clubhouse, exactement, c'est là où j'allais en venir. Bravo, Guy. Je ne connais même pas pour te dire à quel point ça a dû vider. Je crois que c'était une tentative de lancer, alors arrête-moi si je me trompe, mais je crois que c'était une tentative de lancer une sorte de réseau social basé un peu sur la fonction vocale de Discord, mais où seules les personnes invitées dans le réseau peuvent communiquer, les autres peuvent écouter en fait. Si je ne trompe pas, c'était une sorte de truc comme ça. C'était en fait une espèce d'appli, de réseau social, de podcast live spontané. Ah oui, si, j'en ai entendu parler. Ça cartonné pendant le confinement et puis une fois que le confinement était fini, les gens avaient du temps pour faire autre chose, donc ça n'a plus du tout marché. En plus, je crois qu'ils avaient une stratégie un peu bizarre parce que c'était uniquement accessible sur iOS, si je dis pas de conneries. Ça arrivait très tard sur Android. C'était que iOS, c'était uniquement sur invitation, donc il fallait être parrainé, ce qui a aussi fait un peu sur le côté exclusif et la hype qu'il y avait au début, parce que tu faisais partie d'un club un peu privé, mais au final ça n'a pas pris, ça a pris quelques mois, et encore en France ça n'a pas trop percé, mais en Allemagne, aux États-Unis c'est devenu un truc énorme. Donc oui, dès qu'un nouveau réseau social sort, on l'observe, on regarde est-ce que ça vaut le coup d'y aller, qu'est-ce qu'on peut y apporter, comment s'adapter, comment on peut le façonner pour que ça nous serve. Voilà. Il y a d'autres réseaux, là, Snapchat, on était présent un moment, et puis ça s'est transformé plus en outil de messagerie qu'en outil de réseau social, donc on a quitté pas dessus, aussi. Là, il y a un autre réseau qui cartonne, qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est BeReal, qui est un truc où on fait des photos, mais c'est plutôt des selfies, donc c'est très personnel, donc pour une entreprise, ça marche moins bien. Ouais. À part que ce soit Ed et Eda qui le fassent. C'est ça. Il y a des réseaux plus adaptés aux entreprises que d'autres. Mais petite question, parce que justement, on a vu dans votre stratégie, alors c'est la stratégie de tout le groupe Mac apparemment, avec VJoy, la sortie en fait de votre plateforme vidéo, qui permet en fait, en réalité, donc de diffuser surtout du contenu. Pour l'instant, il n'y a pas de logique premium ou ce genre de truc. C'est vraiment plus une sorte de YouTube à vous, en quelque sorte, si je ne me trompe pas. Mais du coup, est-ce que on pourrait envisager à un moment ou à un autre que si des réseaux sociaux sortaient qui permettraient justement que vous soyez en pleine possession de ces trucs-là, mais que vous puissiez les exploiter pour pouvoir être partagés, est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser? Genre par exemple Mastodon ou ce genre de trucs, qui sont des réseaux open source pour le coup. Je pense pas que ce soit la volonté. Sur les réseaux sociaux, on va plutôt chercher les gens où ils sont, sur les plateformes qu'ils utilisent. Pour VJoy, c'est quelque chose de différent. C'est une poursuite de notre métier au final. Notre métier, c'est à Europa Park et dans beaucoup de parcs d'attractions, c'est de raconter des histoires. Et là, c'est ce qu'on fait aussi en vidéo. Avec donc des documentaires, des courts-métrages autour du parc. On le raconte juste d'une façon différente et c'est aussi quelque chose qui est né des confinements, de ramener le parc directement dans le salon des gens pour qu'on puisse avoir quelque chose et suivre l'actualité du parc, l'histoire du parc directement à la maison. Non, écoute, on a fait le tour des questions par rapport à son travail. Mais il va nous rester une dernière petite question. Oui, c'est au final, en gros, c'est tu vas faire ton travail pour nous. En fait, c'est quoi finalement être un bon community manager dans le monde des parcs? Est-ce que tu aurais des tips, des astuces? Parce qu'au final, c'est aussi ça qui est intéressant. Alors, on a appelé cette séquence "Forme ton concurrent". Voilà, c'est ça. L'un des premiers conseils, c'est de rester proche du parc. On est un lieu physique, donc il faut
se balader dans le parc, trouver de l'inspiration en se baladant, écouter aussi les visiteurs, tendre l'oreille dans une file d'attente ou à la table d'un restaurant, voir ce qui se dit, être à l'écoute aussi de ce qui se passe sur les réseaux et de voir, d'écouter le retour des gens, de voir ce dont ils ont envie, et puis utiliser le parc comme un terrain de jeu, parce qu'on a le plus beau des terrains de jeu, que ce soit pour faire des photos, des vidéos, d'autres choses, et transmettre l'envie aux gens de venir fabriquer des souvenirs ici. Exactement, c'est exactement ça. T'as tout résumé. Et puis aussi être à l'écoute et être en interaction avec les gens, parce que c'est ce que permettent les réseaux. Discuter avec eux, voir ce dont ils ont envie, quels sont les conseils dont ils ont besoin pour une visite. Est-ce qu'il faut faire preuve un peu d'empathie aussi ? Bien sûr, sinon tu as envie de claquer les gens directement. S'il y en a certains, oui, on a envie de les voir en vrai et de remettre une petite claque pour les réveiller un petit peu. Vous essayez de répondre à tous les messages privés sur vos réseaux ? Oui, on essaye. Alors, les messages privés, la plupart, on les a désactivés parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc, oui, surtout les commentaires, des différentes publications. On peut pas répondre à tout le monde, mais on essaye au moins de lire la grande majorité, de répondre quand une réponse est nécessaire, quand il y a une question, ou bien pour engager une discussion. Maintenant, on est sur certaines journées, selon les publications, on est entre 100 et 3000 messages par jour. Donc autant te dire, en français, j'entends, autant en allemand. Ouais. Autant te dire que, oui, certes, parfois on ne peut pas répondre à tout le monde et on ne peut pas tout lire, mais on essaye vraiment de faire le maximum. On a aussi des outils qui nous aident, qui nous permettent de filtrer, de chercher plus les messages dans lesquels il y a une plainte ou dans lesquels il y a une question, pour essayer de répondre en priorité à cela. Et de moins répondre au message de Kevin qui dit ouais, trop génial. Donc voilà. Kevin. Ah, on en a beaucoup nous aussi. Bah là tu peux juste envoyer un petit cœur et puis on passe tout de suite quoi. Voilà. Oui, mais quand on a 3000, ça, même le petit cœur, ça. Petite précision, ton métier, il est concerné uniquement par la destination touristique, à savoir les parcs, les hôtels, et éventuellement les activités autour, ou tu dois aussi te pencher sur les questions de MacRide, de MacMedia et compagnie. Toutes les filiales. MacRide est vraiment une société à part, donc ils font leur com entièrement eux-mêmes. Après, il y a une synergie finalement quand même entre les filiales. Tout à fait. Moi, mon boulot, c'est essentiellement Europa Park Resort, donc Europa Park Rolantica et les hôtels, mais on travaille aussi en interaction étroite, avec les autres départements ou filiales. J'imagine, parce que comme c'est une activité qui est proposée. Ça fait partie du resort en quelque sorte. Mais on travaille avec MacNext, donc notre filiale design innovation, qui est aussi présent sur les réseaux sociaux. On interagit régulièrement avec MacRides. Donc c'est un échange de bons procédés avec eux pour aller dans le même sens. Il y a une approche différente entre un réseau social de parc qui est vraiment destiné pour le grand public, les familles, et un réseau social comme MacRide où c'est vraiment normalement des entrepreneurs qui ouais. C'est ça, ouais. Oui, clairement, on dira pas la même chose à un public familial qu'un public d'acheteurs de montagnes russes, même si c'est pas en regardant les posts Facebook ou Instagram de MacRides qu'un directeur de parc va acheter une montagne russe. Là, les réseaux sociaux chez MacRides, ils sont aussi là un peu pour les fans qui vont se dire une attraction MacRides c'est génial, et en voyant le bouche à oreille que ça génère, un patron de parc va peut-être se dire tiens, ça peut être intéressant. D'accord. Moi j'ai une dernière question du coup, puisque c'est ton job, quelles sont finalement les choses que tu peux nous teaser sur l'avenir de la destination, sur les nouveautés, sur les activités aussi? On a vu qu'il y avait une espèce de restaurant presque ils ont bientôt fini d'être construits, c'était Adrenaline, j'ai vu. J'espère qu'on le prononce bien. Ouais, Adrenaline. Il y y a plein de belles choses à venir. Voilà. Super. Ça donne vachement envie. Non, oui, bien sûr, je peux en dire un peu plus. Là, les prochaines actualités, c'est cet automne, avec le retour après 2 ans de l'Oktoberfest. Donc là, on n'est pas sur une nouveauté attraction, mais sur un événement
Donc on fête tous les ans l'Oktoberfest, donc la grosse fête de la bière, dans notre grosse salle d'événements, le Europa Park Arena. Ça revient après le Covid, donc on est content. Il y a Traumatica, notre événement Halloween qui revient et qui est entièrement refait. Ça s'appelle maintenant Traumatica Festival of Fear, où on a le retour des clowns, des zombies. Je suis ravi. Toi, c'est parfait. Moi, je l'ai fait. Au moins, je mourrais pas bête. Mais c'est comme j'ai testé aussi à Universal et Horror Night, tu vois, mais parce que je déteste savoir que je vais sursauter, mais il fallait que je le fasse pour l'expérience. Tu vois. Ok, donc ça revient, c'est super avec les clowns. Ça va être un bel événement. Moi, j'adore. Et puis ensuite, on a une nouveauté à Yulby. On va avoir un nouveau contenu. Donc, vous l'avez testé hier, je crois, avant-hier. Oui. Vous en parlerez peut-être dans un plus en épisode détail. dédié avec Mathis aussi. Exactement. On va recevoir bientôt. Et là, il va vous en parler aussi. On développe donc une nouvelle expérience. Plus dans l'action, sur un film d'action. Vous serez à l'intérieur d'un film d'action basé sur une BD qui s'appelle Amber Blake. On a donc ce nouveau restaurant Adrenaline, donc qui va ouvrir aussi à l'automne si tout va bien. Donc, de cette année? De cette année, ouais. Donc 2022, ok. Donc c'est le nom, c'est une combinaison entre Heat et Adrénaline. Ce sera un système complètement unique au monde. En gros, un mélange de restaurant étoilé et de dark ride. Ça me donne envie, mais de ouf. J'espère qu'il n'y aura pas une drop à un moment, parce que sinon les assiettes vont voler. Non, on reste sur du dark ride immersif. Donc avec beaucoup de projections, chaque siège avec une petite table individuelle et se déplacera de salle en salle pour se mettre ensemble avec les autres convives ou pour être dans des espaces plus seul. Enfin, ce sera vraiment un truc très réussi. Et là aussi, comme la plupart de ce que Europa Park développe, comme c'est le cas pour Europa Park, pour Yulby, c'est quelque chose qu'on peut ensuite développer ailleurs et qu'on peut vendre le concept, juste le ride system ou bien la franchise, pourquoi pas. Et le mettre à jour, j'imagine. Oui, aussi, oui, tout à fait. Il y aura aussi des évolutions. Ouais, c'est la question de Valentin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, bah oui, Europa Park est un petit peu toujours la vitrine catalogue point de vue B2B, là où pour nous, les consommateurs simples, c'est juste un parc à thème dans lequel on va. Donc oui, il y a toujours cette ça leur permet de tester en fait sur le terrain et ça c'est super. Et oui, d'avoir plein d'innovations que certains parcs plus classiques n'auraient pas. Et puis pour continuer sur les choses à venir, Roulantica, il se passe toujours des... Oui, il y a des travaux. T'attends encore une news, oui. Roulantica, il y a aussi plein d'activités. Donc on a ouvert là il y a la semaine dernière, donc début juillet, un Twist and Splash, donc une petite attraction aquatique. Qui était sympathique. L'eau est un peu fraîche, mais je pense que ça fait partie du jeu finalement d'esquiver les jets d'eau glacée. Ouais. Non, c'est parce qu'on l'a fait en fin d'après-midi, ça joue aussi sur la chaleur, mais c'était vachement rigolo. C'est assez fun à faire. Et puis on construit une nouvelle tour de toboggan, donc une 3e tour de toboggan qui va ouvrir, si tout va bien, en fin d'année, en tout cas pour cet hiver. On a vu qu'il y avait beaucoup de tubes qui attendaient justement d'être installés en arrivant sur le parking. Tout à fait. C'est impressionnant, il y en a vraiment la masse. Hein. Ouais. Et puis à Europa Park, oui, il y a aussi des choses qui se préparent. On a refait cette année l'ancien radeau de la jungle qu'on a intégré à l'Autriche avec le thème de l'impératrice Joséphina. Alors c'est une première mouture. Hein. Oui, c'est une première mouture. Ça va continuer à changer pour l'an prochain. On aura des nouveaux bateaux l'an prochain. On va refaire la gare avec un nouveau restaurant à l'intérieur. Et puis, je crois qu'il y a un gros chantier à côté de la Grèce, entre la Grèce et la Russie. Oui, j'ai vu. Je sais pas bien ce qui se passe là-bas, mais quelque chose me dit que ce sera pas mal. D'accord. Oui. Ça va être quoi, un petit Ce sera très bien, Valentin. Ce sera très bien. Petite attraction. Ce sera donc un nouveau coaster de chez MacRae, évidemment. Nouveau prototype avec plein d'innovations, plein de figures super intéressantes. Basé sur le Big Dipper, donc qui est par exemple, enfin il en existe 2 actuellement, Lost Gravity à Walibi Holland ou Freizeitpark Park Plön en Allemagne, j'ai oublié son nom, Dynamite. Lost Gravity, moi j'aime bien. Ouais, il est un peu court. Dynamite c'est encore mieux. Il est un peu court, mais là j'imagine que ce sera pas court du tout. Oui, là on est à Europa Park, donc il faut qu'il y ait de la capacité, donc ce sera assez proche de Silver Star en termes de longueur d'une part et de capacité d'autre part.
avec plein d'éléments inédits sur un Grand 8 Mac et sur un Grand 8 tout court d'ailleurs. Une ouverture pas pour le début de saison, donc ce sera plus tard au courant de l'année. Et 2023 ce sera 2023. Ah oui, ça va. On va pas attendre trop longtemps. Plutôt fin 2023 que début 2023. Et puis c'est la première pierre d'un nouveau quartier qui rejoint Europa Park, un nouveau pays européen. Ce sera la Croatie. Donc on aura uniquement le coaster, et puis dans le futur, il y aura peut-être d'autres extensions et d'autres attractions qui vont venir. Et donc tout ça sur le thème donc, de la Croatie, et notamment sur l'univers de Nikola Tesla. C'est toujours revendiqué croate. Oui. Et qui rejoint aussi l'Adventure Club of Europe. Le lore continue à s'agrandir, exactement. Ça c'est bien. Ça, c'est notre multivers interne. This is the real multiverse. C'est super, mais en plus tu introduis finalement une personnalité historique, ça permet de faire connaître aussi beaucoup de monde, quoi, parce que en dehors des voitures Tesla. C'est ça, j'espère juste que les gens vont pas confondre avec les voitures électriques. Oh, trop bien, une attraction Tesla, super. Vous avez une affiche de film quelque part avec Elon Musk, alors on sait pas. il y aura des lance-flammes alors du coup. Et des fusées. Non. Ok, franchement on a hâte de des vitres découvrir cassées tout ça. peut-être aussi, je ne sais pas. Mais bon. Ouais, j'ai hâte de voir les premières structures se monter. C'est pas pour tout de suite, mais moi voir un chantier de coaster, ça me fait toujours, ça me donne envie de revenir en fait pour l'inauguration. Et j'espère que du coup tu nous as dans tes petits papiers pour tester la nouveauté. Oui. En tout cas, nous serons très heureux de revenir et faire justement comme on fait là une rencontre, de pouvoir parler de la nouvelle zone donc du futur coaster, de toutes les nouveautés qui arrivent, parce que Adrenaline aussi me hype de ouf. En attendant, je fais un peu de pub. Si vous voulez suivre la construction du coaster, on fait une série mensuelle sur VJoy, donc notre plateforme de streaming. Donc là, on a lancé le 2e épisode. Après ça ouvre dans longtemps, donc pour le moment on n'a pas encore beaucoup de choses à dévoiler, il faut qu'on en garde pour chaque épisode, mais dans le premier épisode on montre le terrain, dans le deuxième on va voir MacRide, comment MacRide fabrique un roller coaster, comment il développe un layout. Le troisième, petit spoiler, mais bon, c'est pas grand chose. Le troisième, nos 2 comparses, donc c'est Patrick, notre master planner, et Lucas, notre directeur des opérations, qui sont dans chaque épisode, vont partir dans les 2 parcs qu'on a cités, à Plön et à Walibi Holland, pour voir les ancêtres, entre guillemets, de notre futur Grand 8. Le tout avec beaucoup d'humour, donc c'est assez sympa. C'est une petite série qui est assez bien à voir. Eh ben, rendez-vous est pris, on espère l'année prochaine, on pouvoir vivre encore une belle expérience. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tous les réseaux et comment on peut contacter Europa Park, donc comment tout ça fonctionne? Vous êtes présent donc Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Est-ce qu'il y en a encore d'autres que j'oublie? T'as fait le tour, non? C'est les principaux. Présent sur Facebook et Twitter avec Europa Park, avec Rolantica. Sur Facebook, les 6 hôtels ont leur page Facebook. Sur Instagram, on a aussi une page dédiée aux hôtels. Traumatica a ses réseaux sociaux dédiés. Yulby a ses réseaux sociaux dédiés. Donc tous les produits du resort se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, les principaux, c'est les réseaux d'Europa Park, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et si vous voyez des posts passer en français, il y a des grandes chances que ce soit moi derrière. Et donc vous likez. Exactement. Voilà. Vous faites un salut, c'est génial. Voilà. Comme Kevin du 7-7. Ou alors vous dites, on a regardé ce podcast de Puissance Park et c'était trop bien, je like Europa Park. Parfait, merci encore d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accueillis sur le parc pour tester justement un maximum de choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Et puis bonne continuation à toi dans l'entreprise et ta carrière en général, et aussi de tes visites de parc. Je te souhaite plein de bonnes choses là-dedans. Tu te vois rester encore très très longtemps au Europa Park jusqu'à la fin ou... Je ne sais pas, pour le moment je m'y plais. Il y a des beaux projets, donc je pense que je vais rester au moins jusqu'à l'ouverture du coaster. Ça c'est un petit truc qui me fait, plaisir. Pour être parmi les premiers à le tester aussi. Oui, ça, forcément. C'est important pour le travail. Pour évidemment. Professionnellement, on reste professionnel, expérience, retour terrain, évidemment. Analyse. Mais oui, je vais encore rester un petit peu, je pense, ici. Très bien. Parce que je l'ai déjà dit, c'est un super terrain de jeu, il y a plein de choses à faire, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours de l'actu, donc c'est vraiment cool.
Puis moi-même, j'étais très heureux de vous accueillir, de faire ce petit podcast avec vous, et puis de vous faire découvrir un petit peu le parc, même si vous le connaissez déjà très bien. On découvre toujours des nouvelles choses, des nouveaux restos, pas forcément des nouveautés, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de faire auparavant. On a découvert Roulantica, quoi. Bah voilà, surtout ça que complète l'expérience. Personne dans l'équipe n'avait fait Roulantica, on n'avait non plus pas encore fait Yulby, mais on en parlera dans le podcast qui sera dédié, donc là aussi découverte. Et au sein de l'équipe, tout le monde n'était pas revenu depuis que Piraten avait changé. Donc là aussi, non, j'ai pas dit tout le monde. Et ça nous a permis de redécouvrir le quartier Scandinavian avec Snorri Touren, qui était aussi la petite nouveauté qu'on a pu tester. Ouais. Et la redécouverte de Bamboo Bay, qui est un petit coup de cœur. Voilà. Et voilà. On se retrouve dans nos studios. On espère que l'interview vous a plu, que vous avez appris 2-3 trucs. Bien nos studios parce qu'à chaque fois ils changent en fait. C'est ça ce qui est fantastique. Ouais, pour ceux qui sont sur SoundCloud, c'est du pareil au même, mais sur YouTube, ils vont voir la différence. Ouais. Ah, tu m'étonnes. On est des forains du podcast. C'est ça. Toujours mobile. Hein. Petit truc très important que je tiens simplement à vous signaler aussi par rapport à cet épisode qu'on a tourné, c'est qu'il n'y a pas que cet épisode qu'on a fait avec Seb, on l'a également fait un live en direct d'Europa Park le soir même, et il se trouve sur YouTube. Sur YouTube en replay. C'est la première fois que pour une fois on suit notre propre actualité et on le met à disposition vite plutôt que de le laisser tomber dans l'oubli comme on avait fait le live à Fantasyland. J'ai le fichier du live à Fantasyland, mais si je le publie maintenant, les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que c'est pas d'actualité quoi. Remarque qu'il n'y a pas eu de nouveauté depuis donc. Non, et puis de toute façon il y a toujours l'histo de Fantasyland qui arrivera à un moment donné et ce sera peut-être l'occasion de faire une pierre deux coups. Très bonne idée. Ouais, en attendant, retournons à Europa Park. Voilà, retournons à Europa Park quand même. Ils font de la pub aux concurrents. Retournons à Europa Park. Pour conclure, c'est que moi qui suis dans le milieu de la publicité actuellement, j'ai adoré écouter parler Sébastien parce que le vocabulaire, le ton, la façon dont tout ça est abordé, forcément, ça fait écho en moi. Donc j'espère que ça a peut-être suscité des intérêts auprès de possibles futurs candidats du monde de la community management parce que c'est cool comme métier. C'est pas un métier facile, faut préciser. En revanche, ce qui est bien, comme il l'a très bien dit dans l'interview, les parcs d'attractions sont un immense terrain de jeu. Donc on s'amuse beaucoup à faire de la com dans ces sites-là. Donc c'est cool. Tu m'étonnes quand tu vois un petit peu les décors, les attractions, les environnements qu'il y a, t'as des centaines de milliers de possibilités. Il y a un potentiel quasi sans limite quoi. Surtout si t'as une belle destination hyper riche et complète comme Europa Park. Hein. Là, c'est sûr que c'est pas le parc Spirou quoi. C'est autre chose. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une taille gratuite. Allez, c'est parti. C'est gratos. Mais donc voilà, donc n'hésitez pas bien entendu à jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube parce que comme on vous l'a dit, il y a des épisodes qui sont illustrés, qui sont visuels. Il y a le live. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil et d'ailleurs on vous invite à nous rejoindre sur Twitch, mais pas que là-dessus. Je te laisserai faire le forçage réseaux sociaux habituel, mon cher Benji, mais surtout très important les amis, très important. Tant qu'il y a encore un peu de watch time maintenant. On vous informe cordialement que le prochain épisode va envoyer du méga lourd. Le prochain épisode de cette série, oui. Ah là, oui, ce sera le prochain et le dernier, en fait, par rapport à cette petite série d'interviews. Bien sûr, il y aura des épisodes sur Europa Park, Roulantica, nos visites, vous vous en doutez bien. Et éventuellement l'historique. Ouais, bien sûr, je travaille dessus, mais ça va être Mouse Costaud. C'est vraiment une petite série, en fait. Ouais. Ça va être Euromouse Costaud. Ça va être Euromouse Costaud, oui. Elle est valide. Elle est validée. Mais donc, du coup, voilà, donc surtout... Le dernier épisode qui sera en même temps notre 100e, les amis, c'est l'épisode 99 qu'on est en train de faire là. Invité prestigieux, du coup on s'est dit bon on va mettre ça en 100e. Le hasard fait bien les choses finalement. Ah ouais, donc là on est dans la 99e. Là c'est voilà, là après là c'est les 3 chiffres là sur le nombre d'épisodes. C'est beau quand même. Moi, ça me fait quelque chose quand même parce que oui. Et c'est que le début. Ah oui. On vous en reparlera le moment venu. Donc je fais mon forçage comme ça. Chers auditeurs, vous avez l'habitude. Donc vous pouvez nous retrouver sur www.puissancepark, donc c'est tout attaché.fr parce que c'est là qu'il y a tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et surtout Instagram parce que quand on est sur un parc, c'est là que vous trouvez notre actu. Vous avez également possibilité, mais là Greg l'a déjà dit, c'est YouTube forcément, puisque là il y a plein de choses qui arrivent en ce moment. Il y a Twitch, puisque oui, on l'a dit, on avait fait un live depuis Europa Park et on espère en refaire d'autres, donc abonnez-vous à Twitch si c'est pas déjà fait. Et si vous avez envie d'échanger avec nous, parce que c'est là aussi où on est présent, c'est Discord, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui sont passionnés, qui viennent avec leurs infos, qui discutent de l'actualité. Allez-y aussi parce qu'il y a une très bonne ambiance. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit Utip parce que grâce à vous, vous nous aidez à faire avancer l'aventure Puissance Park. Il y a pas mal de choses qui ont été rendues possibles grâce aux généreux donateurs. Donc merci à vous. Et ceux qui n'ont pas encore été, c'est utip.io/Puissance Park tout attaché. Voilà, et on vous précise bien entendu comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de donner. C'est si vous avez envie de nous soutenir, il n'y a aucun problème, ça fait très plaisir.
Sinon, les commentaires, les partages, ça nous aide Voilà. déjà pour améliorer au niveau des commentaires. Donc n'hésitez surtout pas à en balancer. C'est toujours intéressant et on les lit tous parce que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va. Voilà, On peut parler se permettre aussi de faire des euh, réponses personnalisées, de voilà. discuter avec vous, donc c'est cool. de C'est discuter avec votre entourage qui serait susceptible d'être intéressé par le podcast. Ouais, ne serait-ce que le partage, déjà, c'est nous aider. Et écouter, c'est nous soutenir. Donc, merci à vous. Voilà, et les amis, j'ai envie de dire, c'est ainsi qu'on va clôturer ces épisodes à 2 chiffres. On va passer Voilà. à 3 chiffres Oh à la là prochaine. là. Et croyez-moi, on s'est pas foutu de votre gueule. Non. Je pense que vous allez aimer. Je pense qu'il y aura quelques petits événements qu'on organisera autour de cette On va 100e. essayer de marquer le coup. Il y a On plein va de essayer de choses marquer le coup. prévues, ouais. Voilà, on va essayer de marquer le coup. En tout cas, les amis, on est ravis de vous avoir comme communauté. Comme communauté, voilà. C'est l'émotion, Voilà, c'est l'émotion. Oui, ou c'est la fatigue, c'est au choix. J'essaie de rendre les choses un peu épiques, mince quoi. C'est mignon. Mais non, effectivement, voilà, on est ravis de vous avoir comme communauté en tout cas. Ça nous donne vraiment envie de continuer de toujours aller chercher d'autres interviews, d'autres personnes, d'aller rencontrer d'autres personnages du monde parconautique. Et on espère que ça vous plaît toujours et que vous y retrouvez toujours sur Puissance Park. Donc merci beaucoup pour ces 99 premiers épisodes. Et le prochain sera le 100e avec... Vous le Regarde le saurez suspense. très rapidement, les amis. Dans 2 semaines. À Allez. bientôt tout le monde. Allez, à très vite. Bisous, Et ciao. bye bye. Ciao, ciao.